Bonjour et bienvenue sur cette conférence donc sur le thème de pourquoi et comment socialiser un référentiel de contenu. Je me présente, Arnaud Rérol, je suis le dirigeant de l'ECO. Nous sommes un cabinet de conseil en organisation spécialisé sur la transformation numérique. Et nous animons avec nos partenaires qui sont présents ici, Jive, Jalios, Knowledge Plaza et Jamespot, le Social Project Bar qui est juste derrière cette salle. Vous êtes bien sûr les bienvenus. C'est un espace qui est dédié aux échanges autour du thème de comment la collaboration peut augmenter le management de l'information, et on vous offre un café ou un jus de fruits avec plaisir. Alors avant de démarrer, je vais passer la parole à chacun pour faire un petit tour de table, que chacun puisse se présenter. Anya, je te laisse démarrer. Bonjour. Je suis donc Anya, j'ai commencé chez Jamespot il y a peu de temps. Jamespot est un réseau social d'entreprise 100% SaaS, une solution très intéressante que je vous invite à découvrir donc sur le Social Project Bar. Bonjour, Raphaël Briner, j'ai commencé chez Knowledge Plaza il y a 3 ans. 18 ans dans le digital, 6 ans dans tout ce qui est médias sociaux, réseaux sociaux entreprises. Et donc, Knowledge Plaza est une plateforme de partage de connaissances qui équipe beaucoup de boîtes du CAC 40, dont récemment Capgemini, Groupama. Et puis, voilà, à toi. Vincent Boutor, éditeur Jalios. Moi, j'ai commencé il y a plus longtemps. Donc on est éditeur d'une solution qui va de l'intranet collaboratif jusqu'au réseau social d'entreprise. Et on est classé par exemple, l'Observatoire de l'intranet comme étant le 2e éditeur français derrière Microsoft. Donc, bonjour à tous, Pierre Galpin, Jive. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Jive est un éditeur américain qui a été créé il y a à peu près 15 ans. On est présent sur le marché français depuis environ 5 ans maintenant. On équipe 40% du CAC 40 et on a une solution d'intranet collaboratif et de réseau social d'entreprise. Voilà. Ok. Alors, avant de démarrer, peut-être précisons ce qu'on entend par référentiel de contenu. Un référentiel de contenu, c'est aussi bien votre intranet, lorsqu'il sert en termes de communication interne à diffuser l'information, l'actualité de l'entreprise, mais ça peut être aussi un catalogue produit, ça peut être une base de connaissances, une base métier. Voilà, tout ceci, on va les mettre dans cette notion de référentiel de contenu. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on peut mieux collaborer autour de ces référentiels de contenu. Et on va commencer par voir pourquoi. Et Anya, je vais te demander peut-être de nous expliquer quelles sont aujourd'hui les limites que l'on rencontre avec les référentiels de contenu traditionnels dans les entreprises. Alors la première limite à laquelle on pense en général, c'est toujours la question de la mise à jour de la base de contenu. Comment est-ce que je fais effectivement pour que mon référentiel soit toujours dans l'actualité, dans l'air du temps ? Et ça, effectivement, la socialisation permet déjà, dans une première étape, de répondre à ce besoin de mise à jour. Après, il y a une deuxième chose qui est assez intéressante, c'est est-ce que tous mes collaborateurs sont au courant que cette base de données, elle existe ? Et là aussi, la socialisation permet en effet de créer le lien vers des personnes qui ont la connaissance et l'existence de cette base de données. Et on va pouvoir effectivement presque recréer un référentiel de contenu, typiquement sur un réseau social d'entreprise, pour pouvoir aller chercher la bonne information. Enfin, il y a encore une dimension qu'il faut prendre en compte sur le référentiel de contenu, c'est comment les objets qui ont été mis dans ce référentiel ont été définis. Et cette définition, elle peut elle-même évoluer dans le temps. Effectivement, est-ce que travailler avec des personnes pour aider effectivement à la redéfinir des objets, c'est également une dimension qui est très très intéressante et qu'il faut prendre en compte. Voilà pour les 3 premiers points. Ok, merci Anya. Peut-être dans la salle, est-ce que vous considérez dans vos entreprises que votre intranet est suffisamment à jour et qu'il fonctionne correctement ? Ou est-ce que vos bases de connaissances sont-elles à jour ? Est-ce que vos référentiels sont à jour dans l'entreprise ? Pour qui les référentiels aujourd'hui sont globalement à jour, en tout cas suffisamment à jour, pour que le fonctionnement de l'entreprise n'en pâtisse pas ? Personne. Bon, ok, donc on s'entend bien sur les limites de ces référentiels. Alors, peut-être, Vincent, est-ce que tu peux peut-être nous dire pourquoi
ces limites apparaissent aujourd'hui et pourquoi il y a encore 5 ans ou 10 ans, finalement, on était moins confronté à ces problèmes-là? Je pense que le point essentiel, c'est celui de l'évolution de l'apparition d'Internet et donc de services aujourd'hui qui s'adressent au grand public et qui montrent des possibilités, des capacités. Et donc, c'est de se rendre compte qu'à l'intérieur de l'entreprise, on n'a pas ce niveau de spontanéité, c'est-à-dire, puisqu'on parle de contenu intranet, c'est un contenu officiel versus des blogs où les gens s'expriment. C'est ça qui rend criant le fait qu'il y a des gens dans l'entreprise qui pourraient exprimer des choses et qui ne le pouvaient pas jusqu'à présent. Quand on est sur du documentaire plus classique, c'est de se rendre compte que sur des services Internet, on va pouvoir mettre des commentaires, discuter autour de documents et de contenus, alors qu'on ne peut pas le faire autour de documents dans la GED classique. Or, une remarque que je garde en tête parce que je trouve qu'elle est vraiment intéressante, c'est parfois le commentaire a autant d'importance que le contenu lui-même. C'est-à-dire si on est dans une optique, je vais prendre un troisième exemple, celui de la veille, on remonte des informations et on les pousse aux personnes qui peuvent être intéressées, et bien là c'est évident que c'est le commentaire qui dit tiens, on pourrait l'utiliser pour tel sujet, ça pose la question de tel produit qu'il faut faire évoluer, ça pose la question de telle opportunité qui existe. On comprend à l'évidence que le commentaire est plus important que le contenu lui-même qui est diffusé. Et donc tout ce qu'on a pu découvrir sur les usages qui sont offerts au grand public, il devient criant que ça manque extraordinairement sur des outils de GED classique et même de gestion de connaissances classiques. Donc en fait, c'est les possibilités fonctionnelles et les usages dans la sphère publique qui en fait crée ce besoin au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une problématique de gestion de la surinformation dans l'entreprise et qui expliquerait qu'on a du mal à maintenir à jour les bases de connaissances? Alors l'aspect de surinformation ou de sous-information, c'est un problème qui d'ailleurs est classique, puisque ici on est sur un domaine documentaire, c'est quand on fait une recherche, soit vous trouvez 0 document, soit vous en trouvez 1000, et c'est ça le problème qui est au cœur. Et on a la même chose avec les mails, on a la même chose quand on a un référentiel documentaire. Et donc le point, c'est que justement cette information sociale, cette information qui socialise un référentiel, cette information-là, c'est celle qui va permettre de mettre en avant certains aspects, certains documents qui sont utiles et pourquoi ils sont utiles. Ça veut dire que le fait de les classer, de mettre des tags, que ce soit des tags sociaux ou du classement plus classique, ce sont des éléments qui vont être, qui vont pouvoir apporter un plus aux documents et effectivement les rendre plus utilisables. Donc pour répondre à cette question, soit de sous-information ou de surinformation, parce que je pense que les deux problèmes existent. Raphaël, sur ces 5 ou 10 dernières années, quelle a été l'évolution de l'univers informationnel de l'entreprise qui explique que les bases de connaissances telles qu'elles ont été gérées traditionnellement touchent leurs limites? Parce qu'on a basculé dans un monde de flux. On est passé de répertoire à une priorisation de l'information, de consultation de l'information, de consommation de l'information en mode flux. Est-ce que tu peux détailler, expliquer le mode flux versus le mode stock, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que tous les programmes de gestion d'information étaient très orientés sur un stockage avec une grande réflexion autour de la codification de l'information. Or, quand on est dans un usage de flux, la codification prend moins d'importance. C'est-à-dire qu'on va consommer l'information plutôt dans un quotidien, de manière hebdomadaire, même si c'est important de garder une capitalisation à 3 mois, 6 mois ou une année, on va prioriser différemment. Donc, c'est-à-dire qu'on va amener les contributeurs à pas forcément penser à 3 ans, mais plutôt penser à moyen terme. Donc, il y a pour moi 3 investissements qu'on demande à l'utilisateur. C'est toujours de la codification, c'est-à-dire comment rendre un document identifiable. C'est quand même, malgré ça, si on ne le fait pas, on va se trouver avec rien, avec juste des flux absolument inclassifiables. Il y a un aspect de narration qu'on trouve sur les intranets, qu'on trouve juste un simple email qu'on envoie à tout le monde, mais on va ajouter des observations en fait, autour d'un fichier. On va expliquer pourquoi est-ce qu'on partage ce fichier. Parce que si vous n'avez pas le pourquoi, les gens vont simplement pas lire l'information. Donc l'aspect narratif est toujours au centre du partage. Et le troisième élément, exactement, c'est l'aspect réaction, c'est-à-dire conversation, où une information, elle est augmentée, elle devient une connaissance partagée, une connaissance collective et pas juste une connaissance individuelle, à travers cette sorte de
observation collective où on prend conscience que oui, il y a eu plusieurs personnes qui ont assimilé, absorbé l'information et qui ont donné des avis, contre-avis, et que finalement il y a un alignement qui soit explicite, soit tacite, mais en tout cas il se passe quelque chose autour de cette connaissance. Ok, merci Raphaël. Pierre, dans les entreprises dans lesquelles vous intervenez lorsqu'elles vous sollicitent pour mettre en place un réseau social d'entreprise, donc elles n'ont pas encore de réseau social, elles ont un intranet traditionnel, des bases de connaissances. Face à cette situation, comment ça se passe? Enfin, quels sont les usages qui sont venus enrichir les fonctionnements traditionnels, le processus de mise à jour des référentiels de contenu et du coup, quelles réponses vous apportez? En fait, ce qu'on réalise, c'est que la majorité des entreprises font déjà du social sans vraiment le savoir. C'est-à-dire que si demain vous cherchez l'information, vous n'allez pas tout de suite aller dans la base documentaire, vous allez interroger vos collègues, vous allez interroger un expert qui a déjà été identifié dans l'entreprise, vous allez tenter une recherche par mots-clés ou autre, mais vous n'allez pas passer encore une fois par une base hyper structurée et verticale, vous allez d'abord chercher l'information autour de vous. Donc on s'aperçoit qu'il y a déjà ce besoin de contexte de la part des utilisateurs. On l'a évoqué, les pratiques ont énormément évolué et c'est vraiment aujourd'hui l'enjeu auquel font face les entreprises, c'est ce besoin de donner du sens aux données. Il y a un parallèle que j'aime bien. Par exemple, si vous faites de la cuisine, aujourd'hui, vous allez chercher une recette sur Internet. Vous n'allez plus seulement consulter la recette en elle-même, mais vous allez d'abord regarder les commentaires qui ont été postés autour de la recette, savoir quel vote elle a eu. Et vous allez adorer, une fois votre gâteau chocolat fait, par exemple, ajouter un petit commentaire émanant de vous pour expliquer voilà, que vous avez bien aimé faire ça avec votre fille ou autre. Voilà. Mais vous allez demander à votre grand-mère si elle n'a pas une bonne recette voilà. Et pas aller forcément dans le livre de cuisine. Et on s'aperçoit vraiment que ces pratiques, en fait, on cherche à les reproduire avec les outils existants. Et nous, on va juste venir pour permettre d'aller un peu plus loin et de vraiment socialiser les référentiels documentaires. D'accord. Justement, dans la salle, qui est-ce qui a un réseau social dans son entreprise? Chaque année, ça augmente. Et même pour les autres, qui est-ce qui utilise pour chercher une information le moteur de recherche? Quel est il n'y a plus de moteur de recherche dans l'entreprise ou ce n'est pas l'outil d'accès à l'information principale? Comment faites-vous pour chercher de l'information? Vous demandez à un collègue, vous identifiez un collègue qui peut vous renseigner? Qu'est-ce qui fonctionnerait plutôt comme ça? Ok. En fait, vous cherchez jamais d'informations dans l'entreprise, c'est peut-être ça. Vous savez tout. Bon. Alors, je continue. Raphaël, voilà. Qu'apporte, tu as en partie répondu, mais est-ce que tu peux développer l'apport, le pourquoi du social? Pourquoi est-ce que mettre en réseau son organisation autour des connaissances, autour des contenus, permet d'enrichir la connaissance? Pourquoi le transverse? Pourquoi le distribuer? Par exemple, on a une situation, on est obligé d'être dans une position de rupture. Face à la globalisation, face à plein de facteurs en fait, environnementaux. Ça peut être simplement le fait qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des compétences dans l'entreprise qui sont multidisciplinaires. On ne peut plus avoir juste une somme de spécialistes, il faut des généralistes qui puissent changer de rôle. Donc c'est pour ça, parce qu'avec tout ce qui est transformation digitale, customer experience, on a des nouveaux challenges, donc il faut des nouvelles ressources. Donc il faut pouvoir faire ce qu'on appelle du knowledge matching, competence matching, pour pouvoir définir de nouveaux projets. Donc définir de nouveaux projets qui doivent répondre à de nouveaux processus, qui doivent répondre à une nouvelle plateforme, qui doivent répondre à des nouvelles transactions. Un exemple, c'est que par exemple Facebook qui lance un système de transaction dans son e-commerce, dans sa système de messagerie qui en fait le ticketing s'insère dans le Facebook Messenger, ça a potentiellement un impact sur toute une industrie. En l'occurrence, c'est l'aviation dont je parle. Ça veut dire qu'il faut revoir la documentation, il faut revoir le support, le helpdesk en rapport avec Facebook Messenger, tous les process doivent être revus. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait un secteur qui ne soit pas touché par le digital. Que ce soit dans l'administratif, etc. Et un RSE orienté connaissance vient appuyer fondamentalement l'amélioration de tous les services. Donc le digital oblige les entreprises à réagir et à se transformer. Et pour se transformer, elles ont besoin d'être agiles et donc de se mettre en réseau et donc d'utiliser un réseau social. Exactement. Ok, la boucle est bouclée. Comment... c'est bien de permettre à tout à chacun de discuter autour de la connaissance, de se mettre en réseau, mais est-ce que, Ania, toutes ces conversations finalement ne créent pas du bruit autour de l'information qui était jusqu'à présent
très structurée, bien réfléchie, bien écrite et qui était peut-être plus lisible que les avis des uns et des autres qui parfois finalement viennent noyer l'information essentielle, voire contredire une information qui était dans des documents de référence tels qu'on les avait auparavant. Alors, en fait, effectivement, tout le jeu consiste à trouver le bon équilibre, puisqu'on a d'un côté un référentiel de contenu qui va être forcément très structuré, très hiérarchisé, et on aime aussi avoir ce côté très hiérarchisé sur son référentiel de contenu, et de l'autre côté, le commentaire, typiquement, que vont produire les humains, et ce côté qui va être plutôt désorganisé, enfin qui semble désorganisé dans un premier temps. Donc l'idée, effectivement, et c'est la force aussi des réseaux sociaux, c'est de pouvoir proposer de ranger toutes ces actions sociales et de les intégrer presque au référentiel de contenu. On a des modules qui vont pouvoir effectivement, alors typiquement chez Jamespot, on va travailler avec des objets métiers. Dès que je poste un article, dès que je poste un document, dès que je poste une remontée terrain, dès que j'ai un appel d'offres, j'ai des objets métiers dédiés qui vont pouvoir m'aider à construire effectivement un référentiel de contenu lié à mes référentiels de contenu, comme par exemple mes catalogues produits. Et donc comment est-ce qu'on valorise toutes ces conversations autour de ces objets métiers ou de ces documents? Alors comment est-ce qu'on valorise concrètement? Eh ben, déjà on a évoqué quelques pistes, on a évoqué le moteur de recherche, on a évoqué de la taxonomie avec des mots-clés qu'on va pouvoir effectivement, on va pouvoir taguer certains contenus, ce qui va nous permettre d'ailleurs de réordonner quelque part nos propres contenus. C'est ça aussi la force du réseau social, ça permet à chacun de pouvoir créer son propre référentiel de contenu, de différents référentiels de contenu qui vont pouvoir être reliés avec le réseau social. Est-ce que quelqu'un veut réagir justement sur cette problématique du bouillonnement de commentaires ou d'activités qu'il peut avoir autour des contenus et finalement quels sont les moyens dont dispose l'entreprise, quels sont les usages qui permettent de mieux mettre en avant, en valeur l'information pertinente pour chacun? Oui, j'ai une affaire par rapport à ça. En fait, on a besoin, ça vient d'être dit, mais je pense que c'est important vraiment de le souligner. Il y a besoin à la fois de cette organisation qui est ici du documentaire, on va dire traditionnel, du référentiel traditionnel, et de ce bouillonnement, de ce désordre. Disons-le, c'est du désordre. Avec des tas de gens qui s'expriment, il y a forcément plus de désordre. Et c'est pas forcément une chose auquel on est très culturellement habitué, c'est-à-dire que l'éducation qu'on reçoit dans notre enseignement, c'est on se tait tous et on écoute le professeur. Et donc, c'est pas du tout le mode de fonctionnement où on demande à chacun de s'exprimer. Alors, tous ne le font pas, les gens le font selon leur sujet. Donc, le premier point, c'est qu'il y a besoin de ces deux, à la fois de structure et de bouillonnement. Et pour arriver à le concilier, il y a justement le fait de s'organiser sur des thématiques, sur des espaces qui sont dédiés à un sujet donné. C'est-à-dire que sur un référentiel qui va être un référentiel transverse à un organisme, on va simplement s'intéresser aux conversations quand on s'intéresse à un document donné. Mais si on a toutes les conversations de toutes les personnes de l'entreprise, on va certainement pas voir passer grand-chose parce que c'est que du désordre. On va prendre très vite l'habitude de ne pas regarder. En revanche, si c'est structuré par espace collaboratif et que donc sur l'espace veille correspondant à une certaine technologie, on va dans cet espace-là et on trouve tous les échanges et qu'on est justement très intéressé par le sujet, ça ne sera pas du désordre, ça sera les choses qui nous intéressent. Si quelqu'un, par erreur, se trouve dans cet espace-là alors que ça ne lui est pas destiné parce qu'il est public et donc il peut y aller, eh ben, ça va être du désordre. Donc la perception de ce qui est ordre et désordre, on peut le limiter par cette structuration, pas ce cloisonnement, cette structuration par thématique. D'accord. Raphaël, tu voulais ajouter un mot? Là, on rentre vraiment dans ce programme avancé, c'est-à-dire dans ce cas de plus compliqué dans la gestion des espaces, c'est-à-dire la mise en relation et demander l'attention des gens. Demander l'attention des gens, on peut être explicite, on peut simplement se dire allez, c'est une bouteille à la mer. On doit essayer
de formaliser sans que ce soit compliqué, c'est-à-dire au niveau de l'end-user, en lui disant, là, si tu mentionnes tout le monde, tu vas envoyer à 10 000 personnes. Là, si tu mentionnes juste ce nom, cet espace-là, ça va être visible auprès que de 15 ou 25 personnes. Et il faut lui donner conscience de jusqu'où le contenu est distribué. Et donc, ça passe par une compréhension de l'expérience utilisateur, de quelle manière on va le perturber. Parce qu'il y a des fois où il faut perturber l'utilisateur, il faut aller vers l'employé en lui disant « Regarde, c'est maintenant, il y a un momentum sur ce contenu, il y a un call qui est clair, on a besoin de 100 feedback, c'est maintenant que ça se passe. » Donc ça, on va dire, c'est au niveau du chef de projet, quel que soit l'outil, de gérer correctement les alertes, de gérer correctement comment on attire l'attention de l'employé pour que ça ne se transforme pas en une mauvaise expérience. Donc il y a d'un côté une question aussi d'organisation, de structuration des espaces, ce que nous dit Vincent. Toi, Raphaël, tu nous dis que c'est aussi une question d'usage au niveau de l'utilisateur final. Pierre, tu voulais rajouter un mot ? Ouais, juste un petit mot, hein, mais encore une fois, socialiser un référentiel de contenu, ça implique de comprendre comment se crée la connaissance et comment elle pénètre dans l'organisation. C'est donc encore une fois une question de contexte. C'est d'essayer de comprendre les besoins et les pratiques de vos collaborateurs pour ensuite socialiser ces pratiques et faire en sorte qu'ils accèdent plus facilement à l'information. Donc voilà, il faut vraiment partir de cas d'usage, hein, c'est ce que vous disiez. Et ensuite se pose la question de l'outil. Voilà, bien entendu, il faut avoir un outil simple qui permette d'accéder à des fonctionnalités comme le moteur de recherche, qui permette de taguer un peu ces documents. Il faut aussi que ce soit un outil qui soit ludique. S'il est doté d'un petit module de gamification qui rend l'adoption, l'engagement plus facile, c'est un vrai plus. Il faut que l'outil soit collaboratif, on l'a dit. Il faut donner du contexte. Si je travaille sur une proposition commerciale, sur un projet, il faut que je puisse accéder au planning du projet, il faut que je puisse accéder à mes collègues, il faut que je puisse accéder aux experts de tel et tel sujet, et ensuite à mes documents. Il faut que l'outil également soit intégré, hein. Il ne s'agit pas non plus de réinventer la roue. Si vous avez des bases hyper structurées, ce que Vincent disait, ça ne sert à rien. Enfin, voilà, il ne faut pas s'en débarrasser, elles sont encore utiles. Il y a encore ce besoin d'avoir des documents très structurés. Donc voilà, il faut avoir un outil qui permette d'accéder à ces bases de connaissances. Et ensuite, et c'est pour moi le plus gros défi, il faut être en mesure d'arriver à créer une culture de partage au sein de la société, au sein de l'organisation. Ça, c'est pour moi le plus gros défi. Et une politique de conduite du changement doit aussi être mise en place dans le cadre d'un processus de socialisation des référentiels de contenu pour permettre à chacun de réellement s'exprimer et de profiter au maximum de ce social KM en un sens. Alors, garde le micro, Pierre. Pourquoi, à ce moment-là, il ne suffirait pas d'ajouter ces fonctionnalités d'expression à tous, les commentaires, les likes, etc., ce qu'on trouve sur un réseau social, dans les outils existants, plutôt que mettre en place un réseau social à côté de ces référentiels. Pourquoi ces fonctionnalités-là, si elles avaient été ajoutées, n'auraient pas suffi finalement à apporter le bénéfice dont on parle ? Encore une fois, comme je le disais, il y a certes un chantier fonctionnel, mais c'est surtout et aussi un chantier culturel. C'est-à-dire que voilà, il faut ce besoin de donner du sens aux données, c'est votre principal défi. Donc en effet, on pourrait imaginer qu'ajouter des fonctionnalités sociales et une surcouche sociale à une base documentaire suffirait, mais c'est pas le cas puisqu'il faut permettre à chacun de comprendre pourquoi utiliser ces fonctionnalités et leur valeur ajoutée. On a quand même, si je me trompe pas, une différence de gouvernance. Hein. L'intranet, c'est, je sais pas, par exemple la direction de la communication qui gère son organisation, sa structuration, qui décide de publier telle information de telle manière, alors que sur le réseau social, finalement, chacun est libre de publier dans un flux. Il n'y a personne qui organise a priori l'information. On est quand même sur deux modèles d'organisation qui sont assez différents. Et est-ce qu'il y a un lien avec justement l'un qui permet la participation, l'engagement, et l'autre qui finalement le permet moins ? Alors, si je prends l'exemple de notre plateforme, nous on permet les deux. C'est-à-dire qu'on va avoir ces emplacements où chacun va être libre de s'exprimer et de partager de l'information avec les autres. Et on va aussi avoir des communautés qui vont aller supporter vos workflows existants et qui vont vous permettre de mettre en place vraiment des processus de publication, de décision pour justement accéder à l'information. Donc voilà, nous on propose vraiment les deux approches. Encore une fois, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut arriver à trouver un équilibre entre votre existant et ce que vous cherchez à atteindre. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais vraiment d'aller plus loin dans les pratiques. D'accord, on reviendra tout à l'heure sur comment est-ce qu'on associe ces deux approches et ces deux familles d'outils. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur l'impact sur les usages et sur la culture d'entreprise. Alors tu as commencé à évoquer la chose. Pierre, Raphaël, est-ce que toi, tu peux nous donner ton point de vue sur les conséquences de ces nouveaux usages, de cette gestion de flux, comme tu l'as dit, ou de cette mise en réseau sur le fonctionnement des entreprises, leur culture, les pratiques individuelles, etc. On a eu une bonne discussion tout à l'heure sur le social bar à propos de qu'est-ce qui empêche la collaboration. Alors tu disais la défiance.
Et moi, je disais, c'est la compétition, l'esprit de compétition interne qui vient nuire en fait à l'aspect transverse. C'est-à-dire que si vous avez, imaginons un contexte financier, vous avez 5 départements qui sont quelque part concurrents, c'est eux qui veulent performer le plus. Comment les faire travailler, comment les faire partager entre eux des informations de manière générale sur différents marchés, sur la Chine, etc. Quand vous avez un tel esprit de compétition, également entre individus. Donc ce changement en fait culturel, comment est-ce qu'il faut l'amener? C'est-à-dire qu'il faut ramener en fait le sense of purpose, vraiment un objectif commun qui est cette sorte de collectivité et se dire ok, la compétition interne doit se diminuer, on doit comprendre que la compétition est avant tout externe. Et c'est pour ça que d'intégrer tout ce qui est competitive intelligence, innovation, de mettre tout le monde au même étage en disant nous sommes là pour une chose, c'est le client et pour performer par rapport à la concurrence, parce que c'est la concurrence externe qui est avant tout difficile. Du coup, on change le mindset, on change vraiment l'état d'esprit pour se dire ok, là, quel que soit le rang de la personne, on passe en mode méritocratie, c'est prouve-nous que tu as de la connaissance, prouve-nous que tu es capable de nous influencer sur des dossiers chauds et on te donne la parole. Il y a le can-do culture, c'est-à-dire qu'on te donne vraiment la possibilité d'influencer de manière durable. Alors évidemment, les middle managers, si vous ne les avez pas un petit peu accompagnés pour dire c'est ok, tu n'auras pas l'air bête, c'est ok si tes employés ils te challengent de par le bas et de par le haut, ça fait partie maintenant de ton rôle, qui est de jouer un rôle de facilitation et non un rôle de petit chef. Voilà, il va se passer des choses. Donc si j'essaie de résumer, ça veut dire qu'il y a d'un côté pour les opérationnels, tout un chacun, la nécessité de convaincre, de mobiliser, parce qu'on a cet espace de parole, et c'est pas son grade qui fait qu'on a raison et que la discussion s'arrête là, il faut arriver à convaincre par la discussion. Et puis de l'autre, les managers, ou peut-être le management intermédiaire, qui lui aussi doit utiliser cette capacité de mobilisation, c'est-à-dire le fait que les opérationnels puissent s'exprimer pour jouer son rôle différemment de manager. C'est-à-dire qu'il peut arbitrer à partir des informations provenant des uns et des autres, à partir de cette expression au sein de l'entreprise. Il doit simplement augmenter son adaptabilité et revoir pour passer de chef à coach, de procédurier à facilitateur. Okay. Mais ce qui est un virage assez important. Donc et le digital, un changement de posture managériale. Et qui va être en plus soutenu par une plateforme digitale. Qui décide du niveau d'expertise d'un collaborateur dans l'entreprise hier et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une évolution de cette manière d'évaluer qui est expert et vers qui on doit se tourner, Pierre? Historiquement, l'expertise, ça vient de la fiche de poste. Voilà, donc je suis embauché parce que je suis expert de tel sujet. Aujourd'hui, l'expertise, elle vient de son réseau. On a travaillé ensemble sur un projet, j'ai montré que j'étais bon sur la communication, par exemple. Et mes collègues vont venir me recommander sur cet aspect communication. Et cette expertise sur la communication va venir pondérer les résultats de recherche que feront mes collègues par la suite sur le mot-clé communication, par exemple. Donc il y a vraiment une différence. Aujourd'hui, l'expertise, elle vient du collaborateur et de son réseau, et non plus seulement de sa fiche de poste. Ok, donc là, le fait de pouvoir mettre en réseau autour des contenus de référence les acteurs qui consomment et qui enrichissent l'information, ça permet aussi d'identifier tous ces experts autour de ces sujets-là. Exactement. Les actions sociales viennent pondérer les résultats de recherche et permettent à chacun d'identifier plus facilement les bonnes personnes. Contenu, conversation et experts. Exactement. Alors, aujourd'hui, ce qu'on constate, alors vous avez des réponses technologiques différentes, mais c'est qu'on a d'une part plusieurs référentiels de contenu dans l'entreprise, c'est son historique, c'est comme ça. On a même parfois plusieurs intranets dans les entreprises, même donc plusieurs outils pour une même fonction. On a maintenant des réseaux sociaux ou des plateformes collaboratives qui viennent également émerger au sein de ces environnements. Comment est-ce qu'on peut articuler tout ça ? Vincent, peut-être tu veux apporter, toi, la réponse et peut-être plus la réponse vue de Jalios, pardon. Après, ça sera James Watt. Je vais répondre pour Jalios, oui. En fait, il y a de grandes familles d'approches. On a des clients qui conservent leur GED existante. Par exemple, chez SNCF Réseau, on s'est couplé avec la GED qui existait et qui n'avait pas l'intention de changer. Et puis après, nous, notre valeur, ce qu'on propose, c'est plutôt effectivement d'utiliser notre propre GED
qui possède du coup toutes les fonctionnalités dont on a parlé, de gérer bien sûr les versions, de faire de la recherche, de pouvoir le classer, etc., dont on a parlé, mais aussi de mettre des commentaires, de mettre des votes, de connaître les auteurs avec leur profil, etc. Et donc oui, ce que l'on pense, notre vision, c'est qu'on apporte davantage de valeur et on a davantage d'intégration dans le deuxième cas, dans ce que l'on propose, parce qu'on ne va pas changer d'environnement. On ne va pas se poser des questions de termes techniques lorsqu'on va conduire le projet. On va pouvoir se focaliser sur, on l'a souligné tout à l'heure, sur les questions d'accompagnement au changement qui en fait sont des enjeux vraiment très importants parce que du coup on peut oublier l'outil. Je dirais juste une chose, c'est que souvent on dit l'outil c'est pas important, ce qui est important c'est l'accompagnement. Je me contenterai de dire les deux mon général. L'absence d'accompagnement ou un mauvais outil sont tous les deux capables de faire capoter un projet. Il faut effectivement de l'accompagnement, mais il faut aussi un outil qui va pouvoir aller là où on veut aller. Ok, Anya, chez Gemsot, comment est-ce que vous abordez cette question d'hétérogénéité et notamment de distinction entre les référentiels traditionnels et les plateformes collaboratives? Comment est-ce que Gemspot apporte une réponse? Tout dépend du type de référentiel auquel tu fais référence, pour le coup. Vas-y, présente les différentes options alors. Non, alors, pour le coup, je rejoins plutôt Vincent. Le référentiel que tu construis effectivement avec ton réseau social d'entreprise est en lui déjà un lien vers tous les référentiels que tu vas retrouver dans ton entreprise. Tu peux avoir un lien avec ton référentiel de client, ta base, ton CRM. Tu peux aussi avoir un lien vers ton catalogue produit. Excuse-moi, ça veut dire que par exemple, le catalogue produit, depuis le catalogue produit, je peux discuter dans Gemspot. Ah, alors par rapport à la solution directement? Oui, l'articulation entre si le catalogue produit, il est juste descendant. On diffuse de l'information, mais il n'est pas collaboratif. Comment est-ce que vous articulez en fait la collaboration avec ces référentiels existants? Alors, déjà, premier point qu'on propose chez Gemspot, ça va être par exemple une application de questions-réponses qui va permettre effectivement de demander sur la plateforme collaborative où est-ce que je peux trouver la bonne information dans mon référentiel de contenu. Et effectivement, alors le problème, vous allez me dire, bah oui, mais les questions, elles vont revenir régulièrement. Non, nous, ce qu'on propose effectivement, c'est qu'une fois la question posée, on enregistre tous les mots qui ont été posés dans cette question pour que les experts n'aient pas à y répondre plusieurs fois. Donc ça, c'est un premier niveau de structuration, parce qu'effectivement, on dit, une fois que la question est posée, on crée nous-mêmes ce référentiel de contenu. Où est-ce que je peux aller trouver des informations? Voilà, donc ça, c'est déjà un premier point d'approche. Effectivement, ce qui reste toujours très important, ça va être le moteur de recherche qui va permettre effectivement d'aller scanner tous les contenus de la plateforme. Et qui dit contenu de la plateforme dit aussi les documents de la plateforme. Et dans mes documents de plateforme, potentiellement, j'aurais pu créer des liens vers ma gestion documentaire si j'ai encore une gestion documentaire séparée. Plus après, et ça a été nommé par Pierre, effectivement, j'organise mon travail dans des espaces de travail. Dans cet espace de travail, je vais retrouver de manière centralisée des objets. Alors, j'ai fait une réunion sur un sujet, j'ai posté le compte-rendu de cette réunion. Suite à cette réunion, on a créé un document pour répondre à la problématique de mon groupe projet. Et là aussi, effectivement, le référentiel de contenu se construit non pas seulement dans l'espace de travail, mais te permet d'agréger ces référentiels de contenu autour d'une thématique, la problématique que tu as et à laquelle tu dois répondre. Raphaël, je te voyais, tu veux peut-être rajouter un mot? Peut-être présenter la vision, l'approche de Knowledge Plaza. Je pense qu'il y a des référentiels qui resteront des référentiels sales, donc un CRM restera le CRM et le RP resteront le RP. Ils n'auront pas lieu d'être intégrés complètement avec le RSE. L'approche en fait RSE ou Social Knowledge, comme nous on l'appelle, c'est de faire effectivement du pointage. Quand c'est nécessaire, c'est-à-dire on appelle ça nous des collections, c'est un peu des wikis en version plus facile, où simplement on permet à l'utilisateur de rassembler différents fichiers, de rassembler des notes, des prises de notes qui eux peuvent pointer directement sur un CRM ou un ERP, à savoir que la mise en lien, créer des liens
sur une fiche, ça fonctionne très bien. En plus, ça permet de gérer la gouvernance parce que des fois, par rapport à certains dossiers, que ce soit sur un CRM, que ce soit qui contient les informations clients, typiquement, elles n'ont pas lieu de basculer sur un RSE. Elles peuvent être simplement notifiées sur un RSE, elles peuvent être partagées, distribuées auprès de 10 000 personnes, mais l'information finale du client avec, je ne sais pas, il y a plein de choses qui peuvent être vues en 2 temps en termes de gouvernance. Et donc, pour moi, l'aspect narratif, en fait, vient simplement la première chose qui est importante. La mise en lien vient appuyer ensuite pour dire si jamais le document final il est là, si jamais l'information, c'est-à-dire la base de données est ici, c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est de créer une expérience autour de quelque chose qu'on souhaite partager, et que cette expérience touche les bonnes personnes. Que cette expérience soit appropriée en termes de langage, qu'elle soit comprise, et que finalement il y ait une transformation. Ok. Pierre, peut-être pour nous partager la vision de Jive. Je pense que toi aussi, vous offrez une vision plutôt intégrée entre les référentiels traditionnels et le social. J'ai envie de dire que tout dépend du besoin de l'entreprise. On va avoir des clients chez lesquels on va remplacer les outils de gestion documentaire classiques, parce qu'ils n'ont pas forcément besoin, encore une fois, d'arborescence très complexe. J'ai en tête l'exemple d'un cabinet de conseil chez qui on a restructuré l'information autour de communautés, de catégories, par exemple. Par contre, on va aussi avoir des clients où là, il y a encore ce besoin de pouvoir accéder à des arborescences très riches et plus complexes. Et dans ces cas-là, l'interopérabilité, on va y venir. On propose par exemple de s'intégrer avec Documentum, avec Google Drive, avec Box, avec du SharePoint. Et dans ces cas-là, encore une fois, on va partir du besoin qu'on souhaite adresser. Et en déroulant ce besoin, on va ensuite voir comment on peut s'intégrer au mieux avec les bases documentaires existantes, donc via le moteur de recherche, via ce qu'on appelle des web applications, ce type de choses. Voilà. Ok, donc si je résume, on peut soit reprendre les anciens référentiels et les mettre sur sa plateforme, soit créer des liens, ça peut être jusqu'à des liens classiques, simples, soit des connecteurs qui permettent d'avoir un peu plus d'interactivité entre les 2 applications. Ok, je vais peut-être laisser la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre table ronde ? Je vous demande juste de vous présenter avant de poser votre question. Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis responsable d'un référentiel très classique, on va dire. Et moi, j'aurais voulu avoir des cas concrets, puisque tout ce que vous nous avez évoqué, c'est très conceptuel. Et voilà, juste 2-3 exemples. Je vois qu'il y a 2-3 exemples qui tournent derrière. Et voilà, nous expliquer concrètement qui vous a demandé quoi et comment vous l'avez fait. Oui, alors j'en profite, vous pouvez venir nous voir sur le Social Project Bar, on pourra présenter plus largement des cas concrets, mais est-ce que quelqu'un peut répondre ? Alors j'ai un exemple qui me vient en tête. On a par exemple aidé Devoteam à équiper la formation et de leurs équipes commerciales, par exemple. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a encore une fois cherché à comprendre quel était le besoin, ce qu'ils cherchaient à faire. Eux, ils utilisaient toute la suite professionnelle Google. Donc, une grosse partie de leurs documents était stockée dans Google Drive. Et ils ont utilisé Jive pour faire, d'une part, leur intranet collaboratif, donc partager de l'information avec leur société, et aussi aller équiper les équipes commerciales, donc permettre à chacun d'échanger autour des documents stockés dans Drive et de plus facilement accéder aux ressources commerciales en mobilité ou depuis son poste. Voilà. Un autre exemple ? Oui, je vais en citer 2 pour montrer une certaine variété d'usages. Par exemple, l'Institut Pasteur, ils sont référents pour un certain nombre de pathologies. Donc, il y a 10 pathologies pour lesquelles c'est eux qui sont centre de référence. Ça veut dire que quand il y a des études menées par des chercheurs pour savoir de quelle façon, quelle souche il faut prendre, de quelle façon, quels sont les protocoles de tests, etc. Donc là, c'est une base documentaire. Et pour assurer la qualité de la base, il y a une obsolescence des documents, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an, la personne est notifiée et doit soit mettre à jour le document, soit indiquer qu'il est toujours valide, soit le document va devenir obsolète. Il ne sera pas perdu, mais il ne sera plus accessible en consultation. Et un autre exemple où là on est davantage dans même presque de la gestion des connaissances, c'est la Redoute, leur base de connaissances pour la relation client. Donc outillée avec une approche qui est plus cette fois-ci du style wiki, où ça permet de naviguer selon les thématiques pour retrouver les réponses aux questions qui sont posées. Et donc là on trouve une dimension plus
comment dire, plus souple, plus dynamique sur la mise, la mise à jour. Alors après, j'aurai plein d'autres exemples, mais je vais m'arrêter là. Deux, c'est bien. Raphaël, peut-être pour que chacun puisse illustrer ce qu'il fait avec ses clients. On a un client que j'aime bien, qui s'appelle MSL Group, qui est le département RP de Publicis. À la base, c'était 12 sociétés qui se sont réunies. Ils ont donc créé une marque qui s'appelle MSL Group avec 3500 personnes. Et ils ont une problématique, c'est que les cabinets de conseil viennent sur le secteur de la publicité, donc ils se devaient de réagir, ils se devaient d'être proactifs. Et donc l'usage, ils avaient un Confluence qui traînait avec du wiki, qui n'était pas assez structuré, qui n'était pas assez transverse. Et donc ils ont migré sur Knowledge Plaza pour vraiment avoir une notion de partage de bonnes pratiques, que ce soit pour monter des slide shares qui viennent de concurrents, que ce soit pour pointer sur des bons articles sur Medium ou sur LinkedIn, pour aller vraiment chercher cette connaissance externe et la faire redescendre pour monter en puissance. Et puis aussi pour préparer en fait des appels d'offres en commun entre différents départements, entre différentes localisations. Donc cette notion de bonne pratique et de business case, elle devient vraiment critique en fait dans une approche sociale. Donc en fait l'aspect social est devenu secondaire. Et ce qui est prioritaire, c'est juste voilà, maintenant il faut qu'on travaille quoi. Et donc ça c'est un premier exemple. Deuxième exemple, c'était juste par rapport à Capgemini, ils étaient sur Yammer. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas un problème social, ils avaient un problème de connaissance avant tout, qui est de capitalisation, c'est-à-dire que le social vient appuyer, vient créer le flux, mais derrière, les gens, s'ils ne sont pas au bureau dans la journée parce qu'ils sont chez le client, ils ont raté dans le flux, il y a déjà d'autres choses qui sont arrivées, donc ils ont raté le contenu, après ils doivent trier dans leurs notifications. Donc s'ils n'ont pas un minimum de capacité de capitalisation et de restructuration pour réutiliser l'information, ils n'en font rien, ils n'en voient pas la valeur. Donc nous, on a globalement beaucoup de cabinets de conseil qui ont compris qu'ils étaient des knowledge workers, ils le savaient, mais ils avaient tendance à l'oublier, et que l'approche de capitalisation était centrale. Ok, un dernier exemple, puis après je repasse le micro à la salle. Alors un dernier exemple côté GemSpot, ça va être effectivement Renault. Le Renault Labs qui a cherché à structurer un petit peu l'innovation de ses départements R&D. Donc ça c'est une thématique pour le coup compliquée. Hein. L'innovation n'est pas forcément structurée au départ. Comment on structure toutes ces idées émises par tous les individus d'une société qui peuvent en plus être potentiellement dispersées, disséminées sur plusieurs sites. Donc là, typiquement, le réseau social GemSpot va pouvoir aider à structurer la boîte à idées, toujours en gardant les actions sociales, la possibilité de commenter, mais on a un objet métier innovation et après on a effectivement la possibilité de ranger ces innovations, de leur affecter différents statuts, de faire également transiter d'ailleurs ces innovations à travers différents process, puisque l'innovation elle part d'une idée et puis après petit à petit on la fait transiter d'étape en étape pour qu'elle devienne projet éventuellement. Donc voilà, côté GemSpot, on s'est axé plutôt sur ce côté innovation déstructurée et comment on va pouvoir effectivement ordonner dans un référentiel de contenu dédié innovation grâce au réseau social. Une dernière, enfin non pas dernière, une question de la salle. Oui, bonjour Marion, je travaille dans les assurances et en fait c'est en vous écoutant que j'ai eu l'idée de cette question parce qu'au départ on a parlé d'entreprises qui mettaient des données sur Google Drive. Après, on a parlé d'innovation dans un secteur technologique de pointe. Et sur tous ces espaces-là de collaboration, il y a des informations qui peuvent être sensibles, bon, pas confidentielles évidemment, mais sensibles, à forte valeur ajoutée. Comment est-ce que vous arrivez à sécuriser cet espace d'échange, quelle que soit, j'ai envie de dire, les technologies natives qui sont chez vos clients, en fait? Même Google Drive? Qui veut répondre à la question donc, sur la sécurisation des informations? Il y a deux sujets ici. Encore une fois, notre approche à nous va être de structurer l'information au travers de communautés. À ces communautés sont associées des permissions. On a donc la possibilité de filtrer et de sélectionner les personnes qui pourront avoir accès aux données qui vont être stockées dans ces emplacements. Donc typiquement, si je souhaite limiter une communauté projet aux seuls 10 membres de l'équipe, je vais pouvoir le faire. Je vais même pouvoir rendre invisible cette communauté du reste de mon entreprise si je le souhaite. Ça, c'est une première option. Donc c'est vraiment plus de la gouvernance et de la gestion des permissions.
Après, dans la gestion des données en soi, on va peut-être revenir sur des sujets d'hébergement, par exemple. On a des clients qui utilisent par exemple du SharePoint. Nous, Jive, on permet d'aller héberger notre plateforme sur les serveurs de l'entreprise. Donc typiquement, si vous souhaitez vraiment avoir la main sur la solution et sur les données qui y transitent, c'est quelque chose qu'on peut vous permettre de faire en allant encore une fois héberger la solution chez vous. Une dernière question, et puis on va le timing, et on arrive à la fin du créneau. Une dernière question de la salle? Ou tu voulais peut-être apporter une précision? Et puis C'était aussi simplement par rapport effectivement à ce cas d'usage. Depuis SharePoint, on peut embedder en fait dans Knowledge Plaza un contenu qui est resté sur SharePoint et les droits vont être liés au document. Et aussi, après, c'est toute une question d'accompagnement. Dès qu'on touche à la gouvernance, ça demande un accompagnement. Donc, s'il y a plusieurs niveaux de sensibilité, plusieurs niveaux de confidentialité, il faut faire une proposition qui soit simple pour les employés en disant voilà, en gros, vous pouvez faire ça c'est bon, vous pouvez le partager. Et puis tout ce qui touche à juste ça et ça, donc idéalement, il faut se trouver dans ce cas de figure où c'est juste ça et ça. C'est clair, si vous avez 80% d'informations dominantes qui doivent être très gouvernées avec des espaces privés, vous ne serez pas dans du transverse, là, vous serez sur autre chose, vous serez juste sur de la pure gestion de projet. Et puis du coup, le côté social, RSE, il ne s'inscrit pas. Vous êtes sur des espaces de team, quoi. Merci à tous les quatre. Merci à vous d'avoir participé à cette conférence. On vous donne rendez-vous pour poursuivre ces échanges sur le Social Project Bar. Et puis à bientôt. Au revoir.